J'ai toujours peur du pouvoir. Je sais que je suis influent. Je suis un gars qui est capable de persuader. Mais j'ai peur du pouvoir parce que pour moi, le respect des autres, la démocratie, ça, c'est vital. C'est la base, ça, de notre vie en société. Alors, je ne veux pas utiliser le pouvoir que j'ai pour imposer, mais pour proposer, ça, c'est une autre chose. Moi, je suis né à Hall, en 1926, en pleine crise économique, dans une famille ouvrière. Mon père était un travailleur saisonnier, travaillait sur les bateaux. Mon premier voyage que j'ai fait, d'ailleurs, je l'ai fait, j'avais 6 semaines, partir d'Ottawa à Montréal en bateau. Alors, ça a été le départ de mes voyages dont on pourra parler plus tard. Mais je suis né dans une famille ouvrière, mon père un travailleur de saisonnier, et par conséquent, nous étions à la merci de la situation économique. Quand mon père ne travaillait pas sur les bateaux, eh bien, il n'y avait pas le filet de sécurité sociale que nous avons aujourd'hui dans le pays. Il n'y avait pas d'assurance chômage, il n'y avait pas de bien-être social. Alors, mon père, l'hiver, travaillait toutes sortes de petites jobines. C'était un vendeur itinérant. Il a inventé toutes sortes de choses. Ma mère était à la maison. Nous étions 5 enfants, dont 2 sont morts en bas âge. J'ai encore un frère et une sœur. Je suis l'aîné de la famille. Et à cette époque-là, la ville de Hall vivait des problèmes au plan social difficiles. C'était aussi corrompu que était Montréal dans le temps. Et c'est les Oblats, le père Lévy-Côté, qui s'était associé avec d'autres hommes politiques du coin pour faire l'assainissement. Alors, il y avait tous des débats, c'était dans les journaux. Alors, je suis né dans ce contexte-là, et dans la paroisse des Oblats Notre-Dame-de-Grâce, qui était la paroisse la plus florissante de l'époque, dans ce fief des Oblats qui était l'Outaouais, ontarien et québécois. Alors, je suis né dans la paroisse des Oblats. J'ai fait mon cours primaire avec les frères des écoles chrétiennes. Alors, ça a été 2 éléments, ça. Né dans une paroisse oblate, très dynamique, très vivante, très organisée, des Oblats vivants, engagés dans toute l'organisation pastorale, bien sûr, mais aussi très présents à la vie sociale puis à la vie économique du temps. Au primaire, il y avait les frères des écoles chrétiennes, qui étaient très nombreux et très organisés eux autres aussi. Il y avait toutes sortes de mouvements apostoliques. J'ai été malade à cette époque-là aussi. C'est là qu'ont commencé mes problèmes de maladie. J'ai fait 6 mois de sanatorium à un moment donné. Ça m'a retardé, ça, dans mes études, etc. Vers la 6e ou 7e année, j'ai fait ça. Et c'est au début du secondaire, de cette époque-là, 8e ou 9e année, que je découvrais le mouvement des jeunes travailleurs, la JOC, parce que mon frère m'avait amené un peu plus tard à une assemblée de la JOC. Mon premier contact avec la JOC m'avait beaucoup frappé, parce qu'il m'avait amené à une heure sainte. C'était dans le cadre de la JOC du temps. Et là, j'avais vu des gars puis des filles qui parlaient au bon Dieu en le tutoyant. Alors, il y avait donc quelque chose de spécial dans ce mouvement-là. Et dans l'Action catholique de la JSC, on était appelés aussi à s'engager, à faire toutes sortes de ce qui était la méthode du voir GAG. À la fin j'ai fait ma 10e année au secondaire, là, et là, j'ai décidé que je voulais faire un prêtre. Alors, il fallait que je m'oriente du cours classique. Et ça a été un peu une aventure, parce que, à partir de la 10e année, je me suis inscrit au high school à Ottawa, et là, je suis tombé direct en 3e année, sans aucune préparation pour le latin. Alors, le père l'abbé qui m'enseignait dans ce temps-là, m'a dit, place-toi en arrière de la salle. Puis écoute, j'ai écouté toute l'année, j'ai rien compris. Il m'a donné 50 pour passer. Alors avec ça, j'ai commencé à comprendre un peu le latin en 4e année. Si bien, ça n'a jamais été ma force dans mes études théologiques par après. Alors, je suis entré au noviciat en 49, je suis sorti en 50, et je suis orienté, bien entendu, à Ottawa. Et là, j'ai fait mon cours théologique, là, fini ma philosophie. Et j'ai passé tous mes examens, là, comme tout le monde. J'ai mon bac en philosophie, mon bac en théologie, ma licence en théologie. Je le dis parce que c'est bien important. Il y avait quelque chose qui était fondamental à moi. Ma première option, c'est quand même l'Évangile. Puis ma deuxième option, de fond, mes partis pris ont toujours été pour la classe ouvrière. Alors, étudier
Dieu dans une langue étrangère. Bien entendu, je n'étais pas sur le même pied que les autres confrères qui avaient appris ça au biberon, presque, là, en allant au juniorat. Là. Et moi, je n'étais pas passé par là parce qu'on ne m'avait pas accepté au juniorat, parce que je n'avais pas une bonne santé. Alors, je suis allé au high school comme externe. Donc, le latin, c'était frustrant pour moi. Et j'ai pas beaucoup, je pense que j'ai pas encore pardonné à Rome d'avoir imposé d'étudier Dieu dans une langue étrangère. Bon, j'ai passé à travers quand même. Mais il est arrivé d'autres choses qui étaient, je pense, providentielles par rapport à mes racines. Je me souviens, et c'est là, ça a été peut-être une espèce de consolation, une planche de salut pour moi, d'entrer en contact avec le mouvement ouvrier français et l'Action catholique ouvrière française, la mission ouvrière, à travers les revues qui nous arrivaient de France. Il y avait une ouverture du côté des Oblas, ils ne savaient pas ce que ça ferait, peut-être eux autres, là, mais ça m'a influencé. Et il y avait ce mouvement des prêtres, puis les prêtres étaient très nombreux en France, qui ont dit, il faut être proche du monde. Il faut être proche de la classe ouvrière, qui est complètement loin de l'Église, et on va se mettre en proximité, ils sont allés au travail. Faire comme tout le monde. Ça, c'est devenu pour moi une chose fascinante. Et voilà que Rome, en 1950 quelque chose, décide de les condamner et de les obliger à quitter le travail. Parce que ce n'était pas la place des prêtres dans ce milieu si dangereux, si pervers et si difficile que pouvaient être les usines et les milieux de travail. Ça m'a révolté et ça m'a beaucoup frappé. Et je pense que j'aurais fait prêtre ouvrier si j'avais eu la santé. J'avais ça comme intuition, comme désir en moi. C'est parce que le prêtre, pour moi, c'est d'abord un témoin de l'Évangile. C'est pas un fonctionnaire qui administre des sacrements. Ça fait partie, dans une communauté chrétienne, qu'il y ait des ministres ordonnés pour faire les sacrements, etc. Mais j'ai jamais pensé que le rôle du prêtre se devait à ça. C'était quelqu'un qui allait plus loin. Et les prêtres ouvriers, eux, allaient se mettre en proximité et partager la condition ouvrière. Et le mouvement ouvrier, lui, luttait, se battait. Il y en a qui ont donné leur vie pour changer les conditions ouvrières, arrêter que les enfants travaillent à 12 ans et 13 ans, pour qu'on passe de 60 heures à 40 heures et qu'on améliore les conditions. Alors je disais, si on croit à l'Évangile, si l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, elle est faite pour être vécue, et ce que Dieu veut, c'est que les gens soient heureux. Et les gens vont être heureux quand ils auront des conditions qui ont de l'allure. Et les prêtres ouvriers allaient se mettre en proximité pour se laisser annoncer la bonne nouvelle, parce que dans ces milieux-là, la bonne nouvelle se vivait, mais ils ne savaient pas que ça correspondait au message de Jésus. Alors c'était ça qui me fascinait. Et là, j'arrive à la troisième étape de ma vie, en définitive. J'ai demandé d'aller dans une paroisse ouvrière. Alors, j'arrive à Saint-Pierre-à-Port, grosse paroisse ouvrière encore. Très ouvrière, encore plus ouvrière que Notre-Dame-de-Hall. Alors, le père Chamon, mon curé, il dit, tu vas t'occuper des jeunes, tu vas t'occuper des jeunes. Puis il me dit surtout, les jeunes, là, il dit, c'est pas dans le jour, ça. Il dit, c'est le soir que tu vas les trouver. Puis la nuit. Puis organise-toi en conséquence. Alors, je suis devenu, il n'y avait rien pour les jeunes. C'était une faiblesse au plan paroissial. Alors, je suis devenu, sans le savoir, un travailleur de rue. J'avais quand même 30 ans, j'étais pas fort en cours parce que j'étais très malade après, mais j'étais un homme, je cherchais l'action, faire quelque chose, être avec le monde. Et après un an, je suis devenu à plein temps à la JOC, pour 11 ans. Et ça a été une école de formation, ça, la JOC. Là, j'ai refait vraiment ma théologie, à partir des jeunes travailleurs et des jeunes travailleuses. La moitié du temps, c'était avec les filles comme responsable. J'étais avec le père Pelletier, Paul-Émile Pelletier. Alors, lui, il a été mon éducateur de fond par rapport à la connaissance de la JOC. Puis, je découvrais, alors j'ai redécouvert le voir, juger, agir. J'ai redécouvert la vie des travailleurs et des travailleuses. J'ai découvert toute la mystique qu'il y avait en arrière du mouvement. Puis, j'ai rencontré Cardin, entre autres. Ça, c'est un homme assez extraordinaire.
Cardin, qui répétait toujours le même message. J'ai voyagé avec lui ici au pays, parce qu'il voulait faire des tournées, on l'accompagnait. J'ai voyagé aussi après quand j'ai été devenu aumônier principal, puis qu'on m'a appelé au conseil, au comité exécutif international. J'ai été en Afrique avec lui, en Asie. Toujours la même chose. Il répétait, le jeune travailleur, la jeune travailleuse, vous n'êtes pas des esclaves, vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des animaux, vous êtes des fils et des filles de Dieu, vous avez une dignité incontournable. Alors, c'était toujours ça qu'il répétait. Mais c'était tellement vrai, c'était tellement lié à l'Évangile, la façon de voir l'Évangile et de voir l'Église. Il y avait des tensions. Hein. L'Action catholique, ça a toujours été un fer de lance dans l'Église. Et un fer de lance, c'est toujours fatigant pour les institutions. Alors moi, après mon premier mandat, j'ai dit, c'est assez. Ça fait 11 ans, j'ai fait ma part, puis je crois pas qu'on doit rester trop longtemps à la même place. C'est jamais bon. À ce moment-là est arrivée la révolution au Scholastica. Et j'ai fait 2 ans au Scholastica. En 70, ben là, il y a eu, à cause du brasse camarade, par rapport au Scholastique, ils se trouvaient, eux autres, encore trop loin du monde. Et c'est là qu'on a eu l'idée de partir une équipe. On a quitté ensemble le Scholastica pour s'en aller vivre à Hull, en proximité, dans la paroisse des Oblats, à 2 coins de rue du presbytère. Aller vivre comme le monde, comme on disait. C'était peut-être prétentieux, mais je pense que c'était aussi important, puis c'était peut-être prophétique aussi. On n'a pas parti en chicane, on n'a pas imposé ça, on a fait un long débat. Ça a été, ce débat-là d'aller vivre en petite communauté, ça a été un débat qui a été fait lors d'une assemblée de toute la province. Ça a été presque houleux, parce qu'on avait peur de 2 choses. Ceux qui vont s'en aller là, c'est une façon pour eux autres de commencer à quitter la congrégation? Ou c'est-tu une façon de faire des études pas bonnes? Parce qu'au Scholastica, on était assuré de faire de bonnes études. Allant vivre comme le monde, on risquait, disait-on, que ces ouvriers-là soient moins bien formés. Alors moi, ça me révoltait. Je disais, pourquoi? 95% des étudiants vivent dans des conditions difficiles puis passent à travers. C'est pas parce qu'on va vivre dans une petite maison plus petite qu'ils vont faire de mauvaises études. Hein? Arrêtez-moi ça. En tout cas, on a fait des gros débats. Et finalement, ça a été accepté. On avait fait une décision. Nous aimons les petites communautés, nous allons les visiter. Alors, on a déménagé à Hull. Et c'était le commencement d'une nouvelle aventure, ça. Parce que c'était l'époque de la rénovation urbaine à Hull. Vous connaissez le fameux livre, là, dans le livre que j'ai écrit. Alors, c'était le commencement du carnage. La première expropriation a commencé en 69 et ça s'est poursuivi jusqu'en 1972. On a, avec beaucoup de plaisir, on a exproprié et démoli 12 à 1500 maisons et 5000 personnes ont été obligées de s'en aller. On a donc brisé le tissu social qui existait dans ce quartier-là pour y bâtir des édifices fédéraux et aussi des édifices provinciaux pour concurrencer un peu Ottawa. Et ce mouvement-là de rénovation urbaine, c'était dans le plan du Parti libéral une façon de contrer la naissance du mouvement séparatiste, parce que c'est en 68 que René Lévesque a lancé son mouvement Souveraineté Association. Et pour contrer ce mouvement d'indépendance qui naissait, la façon que Trudeau a trouvée à ce moment-là, c'était de déclarer que la capitale nationale engloberait une partie du territoire québécois, afin de d'avoir une capitale nationale s'étendant sur les 2 rives de l'Ontario et du Québec et montrer l'unité du Canada. Et par conséquent, installer le fédéral très fort. Mais ce que ça provoquait, c'est sûr qu'il y avait... les gens n'étaient pas tellement d'accord avec cette façon-là. Et d'ailleurs, le Québec a réagi aussi. Il a déclaré que le territoire du Québec n'était pas touchable, etc. Même s'il y avait du fédéral là-dessus. Mais c'était ça en arrière de tout ça. Mais ce qu'il y avait en définitive, c'est qu'on jetait du monde dehors et les gens voulaient se défendre. On a donc embarqué dans un mouvement de défensive des droits des citoyens.
Alors, je suis embarqué avec les premiers comités citoyens. Et nous procédions avec enquête, recherche, etc. Il y avait des comités citoyens pour la défense des propriétaires, des locataires, la défense concernant la santé. En tout cas, on a abordé tous les problèmes de la vie humaine pour responsabiliser le monde. Et ça faisait partie du projet de l'évêque, Paul-Émile Charbonneau et ensuite Adolphe Proulx. Et les deux évêques ont embarqué, se sont associés, se sont solidarisés avec les mouvements, en donnant des locaux aux mouvements, en laissant des prêtres lâcher la paroisse pour travailler avec les gens, se mettre en proximité et partager les problèmes et travailler à la formation, etc. Alors j'ai travaillé jusqu'en 1972 dans ce mouvement populaire qui s'est développé depuis ce temps-là au Québec partout. Et là, c'est un autre mouvement social, ça aussi, qui est né, dans lequel j'embarquais, le mouvement ouvrier, etc., le mouvement populaire, le mouvement des femmes, etc. Tout ça se passait en même temps. C'était une époque importante. Alors donc, j'ai travaillé avec les comités de citoyens pendant ces années-là. Et après, pour reprendre une expression qu'on utilisait pour me taquiner, je suis retombé, disait-on, dans les structures de l'Église. À un moment donné, Monseigneur Charbonneau m'a demandé de travailler à côté de lui, de devenir responsable de la pastorale d'ensemble, de la coordination de la pastorale, travailler à la promotion sociale, à travers la pastorale de l'ensemble. J'étais, c'est pas moi, mais j'étais comme la figure de l'action sociale à travers l'Église. C'est pas juste moi, mais ce que j'apportais là, j'apportais un mouvement, je faisais participer à un mouvement, et l'Église participait à ce mouvement populaire qui voulait se défendre, se battre contre ceux qui les expropriaient, ceux qui les exploitaient, etc. Puis là, il y avait un conseil dynamique, présent, ouvert, avec une nouvelle vision de l'Église. Et Monseigneur Proulx a continué ça. Puis il a dit au conseil de pastoral, je vais vous suivre tout le temps dans vos décisions, et si je ne vous suis pas, je vous dirai pourquoi. Alors donc, embarqué, c'était une Église qui correspondait à son désir, puis c'était aussi comme ça que voulait l'Église. M. Charbonneau voulait que ce soit une Église du Concile. T'sais? Les joies et les peines de ce monde sont les joies et les peines de l'Église. Hein? Puis la question d'être présent dans les signes des temps, bien, on vivait ça à Hull. Alors j'étais enraciné, et j'avais de l'influence. J'étais aussi, j'avais des adversaires, puis aussi des ennemis. J'étais une personne, quand tu es public, tu as du monde qui est contre toi. Mes confrères d'Ottawa ont eu beaucoup de difficultés avec mes options ouvrières. Ça, je l'ai senti régulièrement. Mais je ne suis pas parti de Hull pour ça. Non. J'étais déjà dans le conseil d'administration du Centre Saint-Pierre depuis quelques années. Et j'aimais beaucoup ce projet-là. Je n'ai pas été à l'origine, mais j'ai embarqué dans le projet. Je croyais à cette œuvre-là, cette façon de faire de l'éducation populaire, de faire de l'éducation des adultes. Je croyais que c'était un beau projet. Et là, il s'agissait de trouver un remplaçant. Alors, mon nom est venu sur la table. Les employés semblaient favorables aussi. Alors, je suis parti de Hull en 86 pour devenir directeur du Centre Saint-Pierre. Et c'était une époque difficile, ça. Je connaissais plus personne à Montréal, moi. J'avais plus de racines. J'ai été obligé de recommencer mes racines, de recommencer mes réseaux. Je connaissais du monde, mais c'est très différent connaître du monde et appartenir à des réseaux. Moi, je suis un homme de réseau. Je ne sais pas combien j'en ai de réseaux. T'sais. Tous des réseaux, les uns accrochés à côté des autres, mais de toutes les sortes. Je suis fait de même, c'est ce que je fasse. J'essaie de me changer, je ne réussis pas. Mais ce qui y avait de particulier au Centre Saint-Pierre par rapport à ce que j'avais vécu, c'était les mêmes grands objectifs d'éducation populaire, d'évangélisation. Mais moi, j'avais toujours travaillé en première ligne, dans la rue, à la base. Au Centre Saint-Pierre, on travaille dans cette perspective-là, mais en deuxième ligne. C'est-à-dire avec ceux et celles qui sont, eux, à la base et qu'on aide à mieux faire leur fonction et leur travail. Et par conséquent, la relation avec la base, par rapport à ceux qui ont des responsabilités au Centre Saint-Pierre, est très différente quand tu es en deuxième ligne que quand tu es en première ligne. Alors moi, j'ai eu de la misère à décanter ça. Alors, il faudrait donc que je maintienne le cap sur l'éducation populaire
et l'évangélisation, et ça se faisait assez bien dans l'ensemble. Parce que les groupes avec qui on est en connivence, en complicité et en concertation, c'est tous des gens qui ont les pieds dans la rue, dans les quartiers. Et moi, je me suis considéré comme un type de transition par rapport à une époque de la naissance de Saint-Pierre et par rapport à sa nouvelle étape, à sa nouvelle vitesse de croisière qu'il devait prendre à partir des années 80 quelque chose. Là. Et maintenant, j'ai quitté le Centre Saint-Pierre. J'ai retrouvé la première ligne parce que je suis retourné à l'Action catholique, d'une part. À l'Action catholique ouvrière, le mouvement des travailleurs chrétiens, qui est le pendant adulte de la JOC, là. Et je suis lié avec les autres mouvements d'Action catholique aussi. On est très en concertation entre nous. Alors donc, il y a une première ligne que je retrouve là. Et je me suis aussi retrouvé des premières lignes aussi en m'impliquant dans le quartier, parce que c'est de plus en plus important que ceux qui croient à l'Évangile se solidarisent avec les petits, les exclus de la société, afin qu'ils se donnent des voies, se donnent des moyens. Et je crois que quand on travaille à ça, on en voit des miracles. On en voit des choses qui se font. On ne règle pas tous les problèmes, mais je pense que cette proximité avec les pauvres, comme croyants, donne de l'espérance à ceux et celles qui ont à se débattre dans la société, à vivre l'exclusion, à vivre la pauvreté, à vivre toutes sortes de problèmes sociaux. Et je crois que ça donne une façon d'être. Moi, je crois que c'est l'Évangile qui me maintient à ça. Moi, je ne suis pas un grand mystique, moi. Mais je crois que j'ai une spiritualité solide. Saint Bernard dit qu'il faut boire à sa source, si tu veux survivre. Et ma source, moi, comme vie spirituelle, c'est l'Évangile, et c'est la générosité que je vois autour de moi, des personnes qui s'engagent, des choses qui se font. Alors, puis toute la solidarité que je vois, c'est incroyable, la solidarité qui peut se voir dans le monde ouvrier, dans les petits, dans les quartiers. Toute la multiplicité des groupes populaires. C'est toutes des petites affaires de rien qui tiennent à bout de bras, mais c'est toutes des solidarités, ça. C'est pas rien. C'est sûr qu'aux yeux des grands de ce monde, ça n'a pas l'air grand-chose. Mais pour ces personnes-là, c'est important. Et pour moi, c'est important de les voir évoluer, d'avancer. Alors moi, j'ai tout appris ça dans l'ensemble de mon expérience. Puis ça, c'est un autre point que je voudrais dire aussi. J'ai rencontré du monde exceptionnel. Des grands hommes et des grandes femmes. À partir de Cardaigne, dans les grands... Camara, que j'ai connu. Cardinal Hans au Brésil. Tous des grands bonhommes. Plus proche de nous, moi, j'ai connu des Pelletier, des Victor-Marie Villeneuve, de Jean-Louis Dion. Des gens qui avaient une vision de l'Église, puis une vision de la société, qui avaient une théologie. Des gars comme Gutiérrez sur les théologies de libération. J'ai rencontré des femmes comme Alice Parisot. J'ai rencontré des femmes comme Simone Monet-Chartrand, comme Denise Gauthier, Roméo Maillonet, Monseigneur Hurley. En tout cas, j'ai rencontré un paquet de monde, moi, avec qui j'ai travaillé, où j'ai été en contact. Marcel Pepin, Gérald Larose, Louis Laberge. C'est tout du monde que j'ai fréquenté, ça, moi. Personnellement, à travers mes activités de folie, là, et qui étaient pour moi, qui sont devenus pour moi des sources d'inspiration. Des gens donnés et engagés pour une cause. Et moi, ça répondait à mes besoins, hein, pas à mes besoins, à mes tendances de m'engager, de prendre parti, de me battre. Moi, je suis un batailleur. J'ai été de toutes les luttes depuis des années. Mais j'ai perdu beaucoup de batailles, et bien, j'ai pas encore perdu la guerre. Je pense qu'il y a une espérance à travers tout ça. Parce que la société se change par la solidarité. Puis moi, je vois depuis qu'il y a une multiplication des mouvements sociaux dont je parlais tout à l'heure, là. Il n'y a rien qui a été donné aux pauvres. Il n'y a rien qui a été donné aux ouvriers. Ils se sont battus pour l'avoir, jusqu'au sang. Il n'y a rien qui a été donné aux fruits qu'ils se battent. Et les femmes, c'est pareil. Les femmes se battent encore. Ils n'ont pas toutes gagné, mais si elles ne s'étaient pas battues, il y a encore des choses en arrière. Le mouvement pour la paix, ce désir de non-violence, hein? Le mouvement pour l'écologie, une nouvelle façon d'être dans la société, c'est toutes des batailles, ça, qui m'apparaissent très positives. Bien entendu, comme on veut avoir la paix tout le temps, puis c'est de la paix
de rôle qu'on va avoir. On n'aime pas ça, se faire déranger. Mais moi, ça correspond à ma foi, puis à mes convictions.